Dieu merci, on avait un très bon conseiller. C'est ça qu'on dit, il faut vous entourer d'excellents professionnels. On avait un très bon conseiller financier qui avait fait nos assurances. Et à ce moment-là, qui nous a parlé d'immobilier. Et il nous a parlé du livre de Jacques Lépine, qui est un très grand investisseur immobilier. Plusieurs personnes ici au Québec connaissent. Et il nous a recommandé de lire ce livre. Au début, mon mari l'a lu. On aurait pu faire mieux si on était mieux outillés. Donc, la première maison, je ne vais pas dire erreur, mais ce n'était pas un très bon investissement. Un bon deal. Et on a ensuite, lorsqu'on a suivi la formation, on a vendu la maison pour acheter un immeuble à revenu. Et tiens-toi bien, on allait vivre en location. Ah, après l'achat de l'immeuble à revenu, vous êtes allé en location. On est parti en location. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Leader Inspirant. Aujourd'hui, nous avons une invitée de qualité qui va nous parler de finances, qui va nous parler d'immobilier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et suis la vidéo jusqu'à la fin. Je crois que tu vas beaucoup apprendre. Et en 2027, tu seras une personne très riche. Oui, parce qu'ici, aujourd'hui, on parle d'argent. Madame Christelle, bienvenue dans la chaîne Leader Inspirant. Merci Anastasie, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je trouve ici ton décor magnifique. Merci. Vous devriez venir à son bureau. Vous allez être bien accueillis. En tout cas, qui est-ce que je suis? Je porte plusieurs casquettes. De façon professionnelle, je suis une courtière hypothécaire, experte dans le financement immobilier. Et donc, j'aide les personnes au quotidien à pouvoir réaliser leurs projets immobiliers, que ce soit au résidentiel ou au commercial. Je suis également coach immobilier. C'est une casquette que plusieurs personnes ne savent pas, mais j'ai des formations et j'ai des accompagnements dans l'investissement immobilier que je réserve à certaines personnes très spécifiques. Donc, tout ça vient en fait du fait que j'ai un parcours très analytique. J'ai fait mon baccalauréat en actuariat. Ensuite, j'ai eu un MBA en gestion des entreprises, concentration finance, et tout ça m'aide aujourd'hui à pouvoir être efficace dans mon travail de courtière hypothécaire. Et ça, c'est du point de vue professionnel. Sinon, on sait que la vraie vie, c'est à la maison. Je suis une épouse et une maman de 4 magnifiques enfants. Wow, je t'admire beaucoup déjà parce que être cette femme d'affaires et à côté, on a une famille qu'on gère, c'est extraordinaire. Vraiment, félicitations. Merci. Wow. Toi aussi, d'ailleurs, tu es une maman de plusieurs. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, Dieu nous bénit au quotidien pour nous donner cette force-là de pouvoir gérer nos affaires et gérer nos familles. C'est une grâce, hein? Une grâce. C'est une grâce parce Vraiment que... une grâce. Ouais. Ce n'est pas à prendre pour acquis. Il y a tellement de personnes qui, à cause des affaires, ont vu leur famille brisée. Exactement. Ou encore d'autres personnes qui se sont tellement concentrées sur la carrière ou les business qu'elles n'ont pas pu fonder une famille. Donc, pouvoir concilier les deux, c'est une grâce. Et on ne dit pas que c'est facile ni que c'est parfait, mais on essaye de faire avec. Et de faire avec, exactement. En tout cas, bienvenue encore, Christelle, sur la chaîne Anastasie Kadi Business. Aujourd'hui, on va parler de finances, comme on vous a dit, de comment est-ce que vous allez gérer vos cartes de crédit, comment est-ce que vous allez faire pour investir, comment épargner. Si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, reste connecté jusqu'à la fin. Déjà, dis-nous, Christelle, tu es au Canada, c'est ça, hein? Exactement. Ça fait combien d'années que tu es au Canada? Ça fait 20 ans. Wow! 20 ans. L'année dernière, c'était ma 20e année. Je suis arrivée en 2014. OK. Je suis arrivée très jeune au Canada. Dès que je suis arrivée, j'ai commencé mon baccalauréat justement en actuariat. Et après 4 ans à peu près, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Wow! Parce que j'ai commencé à l'université là-bas, ensuite j'ai dû recommencer ici à Montréal. Donc après mon baccalauréat, tout de suite je me suis lancée sur le milieu du travail. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge d'à peine 19 ans. Wow. Et très tôt, j'ai commencé à toucher à l'argent, j'ai commencé à gérer l'argent et ça m'a beaucoup aidé, beaucoup aidé. Okay. Les années d'études et les jeunes années de travail où je n'avais pas encore beaucoup de responsabilités, ça m'a aidé à beaucoup épargner et ça a été un propulseur plus tard quand je me suis mariée, lorsqu'on a fondé notre famille, c'est allé très vite. Donc, définitivement, l'épargne et le budget, on va peut-être en parler. Ce sont des choses que je recommande de commencer le plus tôt possible et quand on n'a pas encore de responsabilité. OK. Wow. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est que tu es arrivée très jeune au Canada en tant qu'étudiante, c'est ça, hein? Étudiante étrangère. Ah, OK. Les débuts, c'était facile, c'était difficile? Et boy, j'avoue que déjà,
pays, au Cameroun, j'étais très casanière. Je ne sortais pas beaucoup. Donc ici, je me suis vraiment concentrée sur mes études. Et oui, je sortais de temps en temps. Donc, je n'ai pas vu la difficulté. Et j'avoue aussi qu'à ce moment-là, les frais de scolarité pour les étudiants étrangers n'étaient pas encore aussi salés que maintenant. Ah, c'est vrai aussi. Ah oui, c'était quand même élevé, mais pas comme maintenant. Pas comme maintenant. On dirait que maintenant, ça a triplé carrément. Wow. Donc, les parents supportaient les frais et j'ai pu aller vraiment terminer mes études. Et c'est seulement à la fin que je me suis vraiment prise en charge toute seule. Donc, c'était correct. Et aussi, bon, les études en actuariat, c'est pas facile. Il faut se le dire. Tu as dit les études en actuariat. C'est quoi exactement actuariat? Bon, j'aime bien vulgariser ça par la gestion des risques appliqués aux assurances, aux finances. Il y a d'autres domaines. On fait beaucoup de calculs, beaucoup de mathématiques, beaucoup de statistiques, la probabilité. Mais je vais dire plutôt je faisais. Parce que je suis sortie complètement du domaine de l'actuariat. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur à temps plein à mon propre compte. Exactement, j'allais demander qu'est-ce que tu as appris à l'école? Tu as dit actuariat, mais qu'est-ce qui t'a fait quitter de là? Ça veut dire que pourquoi tu n'exerces plus dans ça? Oui, en fait, j'ai exercé à titre d'actuaire pendant plus de 12 ans. Et à un moment donné, j'ai eu plusieurs congés maternité, comme je vous ai dit, j'ai 4 enfants. Exactement. Après mon deuxième congé de maternité déjà, je commençais à sentir une certaine lourdeur, à gérer famille et travail. C'était difficile à concilier de plus en plus. On rentre du boulot, il faut faire la cuisine, il faut s'occuper des enfants. Le lendemain, la routine recommence. Et à un moment donné, je me suis dit, hey boy, il doit y avoir quelque chose d'autre. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Donc, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite. Comment est-ce que je peux développer d'autres sources de revenus? Depuis la maison. Ah oui, pour moi, c'était essentiel. Comment je peux développer d'autres sources de revenus. Et Dieu merci, on avait un très bon conseiller financier. C'est ça qu'on dit, il faut vous entourer d'excellents professionnels. On avait un très bon conseiller financier qui avait fait nos assurances et à ce moment-là, qui nous a parlé d'immobilier. Et il nous a parlé du livre de Jacques Lépine, qui est un très grand investisseur immobilier. Plusieurs personnes ici au Québec connaissent. Et il nous a recommandé de lire ce livre. Au début, mon mari l'a lu. Bon, moi, j'ai laissé comme ça sur la table du chevet. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'immobilier. On a commencé à regarder, mais qu'est-ce qu'on dit dessus? On suivait beaucoup de contenu sur YouTube. Qui parlait d'immobilier. Exactement. Et on est tombé sur un formateur, je dirais pas son nom, on est tombé sur un formateur dans l'immobilier qui a aussi beaucoup de succès ici au Québec. Et on a pris une formation. À ce moment-là, où j'étais en congé de maternité, c'est pour ça que j'ai dit aux mamans, là, les congés de maternité, c'est une bénédiction. Au Canada surtout, 1 an de congé de maternité, ce n'est pas pour regarder Netflix. Et surtout qu'on est payé, hein? Et payé. Donc, ce n'est pas pour regarder Netflix à longueur de journée. Oui, on va se permettre quand même un peu, 1 heure, 2 heures. Mais profitez vraiment de ce temps, bien sûr, pour prendre soin du bébé, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de la maison, mais aussi pour regarder comment vous pouvez utiliser tout ce temps pour développer des sources de revenus. Ça, c'était mon 2e congé de maternité. Je vais vous parler de mon 4e, celui qui a vraiment permis que je bascule complètement. Totalement, exactement. Donc, à ce 2e congé de maternité-là, j'ai commencé à suivre une formation. Et je partais à la formation avec mon bébé. Ah, c'était en présentiel? En présentiel. Oui, à ce moment-là, c'était avant le Covid. Donc, des trucs en virtuel, là, on n'était pas encore trop dedans. J'allais à la formation avec mon bébé. J'étais la seule dans la formation avec son bébé. En fait, j'étais la seule africaine, la seule noire africaine. Qui plus est, je portais mon bébé pendant la formation et parfois il pleurait. Attendez, je l'allaitais. Ah, en plein sol? Oh oui, je l'allaitais. À la façon, à l'africaine, là. Mon petit cache, là, je l'allaitais. Mais il fallait que je suive la formation. Mon mari ne pouvait pas parce qu'il était beaucoup dans le travail. Exactement. Et je me suis dit, on était 2 Africains, moi et j'ai suivi cette formation. Quelques mois plus tard, on a acheté notre premier investissement immobilier. Avant ça, on était déjà propriétaire d'une maison. Et là, on a acheté un premier immeuble à revenus. Et ça m'a donné la piqûre. C'est quand tu investis dans l'immobilier et que tu vois que, bon, c'est faisable, c'est rentable. Comment est-ce que je peux faire pour continuer? Et à ce moment-là, je travaillais toujours. Donc, après cette première acquisition, lorsque mon congé de maternité est terminé, j'ai su retourner sur le marché de l'emploi. Et en passant, vos enfants aussi peuvent être un gros atout. Je me souviens quand on cherchait ce premier Dis-nous tout. Moi, j'allais avec ma poussette. Avec mon bébé dans le porte-bébé et tout. Et donc, ça faire les recherches de maison. On allait visiter avec notre courtier et je me souviens, ça attirait un petit capital de sympathie.
envers les vendeurs. Déjà, ils te remarquaient. Ça, c'est une stratégie que tu partages avec nous, hein. Oh, le bébé, et ils sont trop... joli, oui, ils aiment ça. Ah oui, et commencer à te faire la causette. Donc, ça t'ajoute un capital de sympathie. Après, bon, tu peux monter une belle histoire en arrière. Voilà pourquoi on veut acheter votre immeuble et tout. Et les mamans, on a beaucoup de force en nous. Hein. Donc, ça veut dire que si tu as un bébé et que tu cherches une maison, vas-y avec le bébé. Ouais, avec le bébé. En fait, si tu as un bébé et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, plusieurs personnes vont voir ça comme un frein. Comment je vais faire? Mais au contraire, c'est un avantage. Une force parfois pour braver certains obstacles. Vous voyez le bébé là, vous dites, je dois me lever. Je dois me lever, exactement. Donc, c'est ça. Donc, je suis retournée sur le marché de l'emploi et j'ai recommencé. Et là, je sentais que je ne vais pas rester longtemps. Je sentais que le compte à rebours avait commencé. Et ça, c'est le chemin de la destinée. Hein. Yeah. Quand tu n'es pas sur le chemin de ta destinée, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Et pourtant, juste te dire, quelques années avant, je dis souvent ça à la blague. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu commences à ressentir le milieu du travail lourd? Par contre, au départ, tu aimais. Exact. Parce que pour moi, je n'avais pas vu qu'il y avait autre chose. Il y avait un autre monde parallèle. Ok. Tu sais, il y a le monde du salariat et il y a le monde de l'entrepreneuriat. Exactement. C'est deux réalités complètement différentes. N'est-ce pas? Complètement. C'est deux dynamiques différentes. C'est des possibilités différentes. Dans le salariat, bon, on est limité par le salaire, par nos tâches, ce qu'on peut faire. Nos tâches sont très encadrées. Bien sûr, il y a des intrapreneurs dans les entreprises qui contribuent vraiment au succès et qui sont des entrepreneurs mais qui travaillent pour leur employeur. Exactement. Mais la plupart quand même sont des salariés et parfois on est limité, on a même du potentiel en nous qu'on n'est pas en mesure d'explorer. Et ça, j'ai commencé à voir que bon, il semble que Dieu a mis en moi certaines choses que je peux faire, que tu peux exploiter, pour te déployer ailleurs. Au-delà de ce que je pensais. Et bien sûr, tout ça est venu avec des formations. Ok. Bien sûr. Ça, c'est l'incontournable. C'est l'incontournable. Exactement. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai retenu une chose, c'est que la première fois, tu as acheté ta maison principale et par la suite, tu as acheté un bien à revenu. Ça, c'est deux éléments différents. Est-ce que tu peux un peu donner la différence entre les deux et pourquoi? Parce que j'entends souvent aussi que il faut commencer à acheter sa maison, la maison à revenu avant d'acheter sa maison principale. C'est vrai, je t'ai posé deux questions. J'espère que tu as retenu. Donc, vas-y, dis-nous déjà de ton côté, pourquoi est-ce que tu as commencé par la maison principale avant la maison à revenu? En fait, quand j'ai commencé par notre maison, je ne connaissais pas l'investissement immobilier. Ce n'était pas par... Ouais, j'ai fait comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde. Et on a revendu la maison 5 ans, je crois, 5 ans plus tard, parce qu'on a acheté en 2014, on a revendu en 2019. On a revendu 5 ans plus tard, pratiquement à perte. À perte. On avait mal acheté cette maison-là. On avait acheté sans accompagnement d'un courtier immobilier. Ok. On ne savait pas trop. Qu'est-ce qui a fait à ce que tu commences à ressentir le milieu du travail? On l'avait acheté un peu trop cher. Par contre, au départ, tu aimais. Rénovation. Il y avait des vices cachés. Il y avait quand même quelques problèmes. Bien sûr, on a eu beaucoup de joie, de rire et d'amour. C'est là où nos 2 premiers enfants sont nés. Ok. Mais on aurait pu faire mieux si on était mieux outillés. Donc, la première maison, je vais pas dire erreur, mais c'était pas un très bon investissement. Un bon deal. Okay. Et on a ensuite, lorsqu'on a suivi la formation, on a vendu la maison pour acheter un immeuble à revenu. Et tiens-toi bien, on allait vivre en location. Ah, après l'achat de l'immeuble à revenu, vous êtes allé en location. On est parti en location. Et là, vous vendez votre maison pour retourner en location, mais en fait, c'était une période stratégie. Magnifique. C'est une stratégie? C'est concours de circonstances. On voyait que la maison ne prenait pas beaucoup de valeur. Donc, on s'est dit, au lieu de la garder, on la vend. C'est vrai que si on était aussi très bien outillé encore, on aurait pu la laisser en location, mais ce n'était pas suffisamment rentable, ça ne se serait pas payé. Bref, on s'en est débarrassé et on est parti en location. Qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis d'épargner vraiment beaucoup, parce que en location, je te donne des chiffres par exemple, on payait un loyer d'à peine $900. Alors qu'avec une hypothèque, on était dans les 1200 plus les taxes. À l'époque, ça c'est quand les taux ne coûtaient pas cher. C'est que les taux d'intérêt n'étaient pas comme maintenant. Avec les taxes et tout ça, on pouvait se retrouver avec un budget de 1500. Donc, tu quittes un budget de 1500, un budget de moins de 900. En fait, on était à 800. Fait que ça vient alléger de beaucoup ton budget et ça nous a permis d'économiser, d'épargner énormément pour continuer les investissements. Donc, c'est ça, c'était un tremplin. Et donc, ce que je recommande
aux personnes, s'ils peuvent, et qu'ils n'ont pas une grosse urgence à entrer tout de suite dans leur belle grosse maison unifamiliale, c'est peut-être de commencer par un immeuble à revenus. C'est quoi un immeuble à revenus? C'est simplement un immeuble qui a plusieurs appartements distincts, indépendants. Donc, chaque appartement a sa cuisine, salle de bain, ses chambres à coucher et tout. Et vous pouvez avoir un duplex, un triplex. Donc, triplex, c'est 3 appartements indépendants, quadruplex, ou même plus gros, 5, 6, 7, sky is the limit. 8 portes. Vous pouvez avoir des 20 portes au Canada, c'est possible. Voilà. C'est possible. Vous pouvez avoir des 100 portes. Exactement. Des investisseurs africains, s'il te plaît, qui ont des 200 portes, des 300 portes. Ils ont osé. Ils ont osé. Et c'est possible, en fait, c'est possible. Il faut juste... Qu'est-ce qui fait à ce que ces personnes puissent avoir les 200 portes? Ça veut dire au niveau du prêt? Le prêt, oui. Le prêt, c'est vrai que c'est technique, mais il faut s'entourer de bons professionnels. C'est pas juste le prêt, parce qu'il faut déjà trouver ses opportunités. Et avant tout ça, il faut avoir la connaissance. Si t'as pas la connaissance, tu sauras même pas quelles questions poser aux professionnels. Tu sauras même pas détecter si c'est un bon ou si c'est un moins bon professionnel. Il faut la connaissance. Ce sont des personnes qui se sont formées, comme nous, on s'est formés la toute première fois pour investir. Donc, il faut se former et il faut se faire entourer de bons. Parfois, il faut payer le prix pour certains professionnels. Dieu merci, un courtier hypothécaire du côté résidentiel, ça ne vous coûte rien. Un courtier immobilier, en général, ça ne vous coûte rien. C'est payé par le courtier, le professionnel est payé par le vendeur. En fait, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher des bons professionnels. C'est vrai qu'il y en a, il y a des professionnels qui coûtent de l'argent, comme un notaire, vous devez le payer, un inspecteur en bâtiment. Mais les professionnels de base, surtout le courtier immobilier, le courtier hypothécaire, souvent vous n'avez pas à le payer. On est rémunéré d'une autre façon. Donc, n'hésitez pas. Ils ont la connaissance. Et donc, pour terminer avec le choix immeuble à revenus ou maison, commencez peut-être par un immeuble à revenus. J'ai dit peut-être parce que chaque situation est différente. On ne peut pas donner de généralité. Si vous avez la possibilité, la capacité d'emprunt et vous avez cette niaque-là pour pouvoir gérer des locataires, gérer des locataires ne vous fait pas peur. Acheter un duplex, ça nécessite seulement 5% de mise de fonds, comme votre maison. Attends, le duplex demande 5%? Comme une maison. Comme une maison, même si c'est à revenu? Oui, comme une maison. Beaucoup de gens pensent que ça prend 5%. Moi-même personnellement là, je pensais que toute maison à revenu était le 20%. Non. Dans le duplex, les 2 portes là, 5%. Comme si tu achetais ton condo, comme si tu achetais ta maison. Non mais... Et un triplex. Les amis, abonnez-vous, parce que c'est comme vient de nous dire là. Moi, je n'étais pas au courant, quoi. C'est ça. Wow. Et un triplex, et je vais faire une petite parenthèse. Pas pour faire la pub, mais je donne beaucoup ce genre d'informations sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez chercher mon nom, vous allez trouver. Christelle. Ce sont des petites informations. On ne sait pas. Et un triplex ou quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. 10%? Oui. Donc, ce n'est pas tout qui est 20. Si tu vas habiter, je mets juste ce petit bémol. Si tu vas habiter, c'est 5% ou 10%, le minimum. Tu peux mettre plus si tu veux. Si tu ne vas pas habiter, c'est là où ça tombe à 20%. Mais j'ai des personnes que j'ai financées, des duplex, des triplex. Oui, même s'ils n'ont pas habité. Même. Ils n'ont pas habité, mais... En fait, ils avaient l'intention d'habiter qu'on a acheté. Après, il s'est passé des choses et ils n'ont pas habité. Ils n'ont pas habité, mais ils sont restés à 5%. Ils ont acheté à 5%. En tout cas, vous avez compris. C'est pas tout qu'on dit là. Vous avez compris qu'on achète à 5%, mais après, vous pouvez comme aller faire louer et puis, c'est vraiment une très belle... C'est pas moi qui ai dit que vous pouvez aller faire louer. Vous avez compris. En tout cas, si tu es une personne intelligente, une personne qui comprend, tu comprendras le sens de ce que Christelle est en train de dire. C'est vraiment une belle information. J'espère que vous apprenez bien. Si c'est le cas, mettez un mot pour Christelle dans les commentaires avant qu'on continue. OK? Allez-y. OK. Et donc, après avoir fait ce premier investissement pour un immeuble à revenus, tu peux aller chercher après une maison. Ou tu peux même faire un deuxième, un troisième avant d'acheter ta maison. Parce qu'il faut comprendre comment les ratios d'endettement fonctionnent. Et c'est plus facile d'aller chercher un duplex, triplex, quadruplex, et après chercher une maison plutôt que l'inverse. L'inverse sera un peu plus difficile. Donc, ça veut dire que l'idéal, selon ton expérience, c'est de commencer par un duplex, un quadruplex et autres, avant maintenant d'aller chercher sa maison principale. Exactement. Et on fait ça, on continue. Et quand on commence à être un peu serré dans les ratios d'endettement, parce que ça, c'est un impact, un gros impact même, vous pouvez basculer certains immeubles dans une entreprise pour libérer vos ratios d'endettement. Pour séparer. Oui, vous pouvez passer au commercial, vous achetez des multi-logements
logements, de 5 logements et plus. Et là, c'est une autre façon de vous qualifier. Wow. OK. Belle information. Merci, Christelle, pour cette rubrique. C'est vrai qu'on va revenir sur l'immobilier, mais je voulais qu'on parle d'un aspect financier au niveau de la gestion des finances. Ici, on va parler juste une petite rubrique sur les cartes de crédit. Voilà. Parce que on a remarqué qu'il y a plusieurs personnes, on va pas dire immigrants ou non immigrants, vraiment tout le monde. À un moment donné, lorsqu'on leur donne les cartes de crédit, dépendamment des banques, ils se retrouvent en train d'être très endettés. OK? Bon, maintenant, quel est le conseil selon toi que tu peux donner à une personne aujourd'hui qui a une carte de crédit? Comment faire pour éviter les endettements de consommation? Ouais. Je pense que la première chose, c'est le mindset. On va beaucoup parler de mindset. OK. Le mindset. OK. Parce que si on n'a pas travaillé son mindset, si on n'a pas appris la satisfaction différée, donc exemple, vous savez que vous pouvez être satisfait maintenant, aujourd'hui. La gratification, c'est ça que je voulais. La gratification différée. Si vous n'êtes pas en mesure de savoir que je peux m'acheter ce truc à 10 000 $, j'ai les moyens, j'ai la carte de crédit pour, mais je ne le fais pas. Simplement parce que je n'ai pas encore l'argent. La carte de crédit, c'est pas de l'argent. La carte de crédit, c'est un plastique qui sert à nous endetter. et amène à vous endetter. À nous endetter. Et après, bon, il y a des bonnes façons d'utiliser les cartes de crédit, mais il y a des mauvaises façons. Les mauvaises façons, c'est justement ça. Céder à la gratification immédiate. Je veux ça tout de suite et maintenant, parce que ce que les gens doivent comprendre. Et ça, c'est un message sur lequel je martèle beaucoup. Tout le monde peut aspirer à l'enrichissement. Tout le monde peut être riche, bien riche. Selon ce que vous concevez de la richesse, ça peut être que, oh, j'ai 100 000 $ l'année, je suis riche. Ça peut être, j'ai 1 million, je suis riche, mais tout le monde peut atteindre ce qu'il conçoit comme richesse. Tout ce que ton esprit peut imaginer, tu peux le faire. Maintenant, le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on veut vivre cette vie-là qu'on imagine et qu'on peut atteindre en passant maintenant. Alors et non pas plus tard. Exactement. Mais cette vie-là, tu vas la vivre d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Tu vas la vivre. Travaille, mais diffère juste ce besoin, en fait, c'est même pas un besoin, ce désir-là que tu as de pouvoir acheter X, Y, Z. Et c'est comme ça que tu vas faire pour atteindre tes objectifs. Parce que beaucoup de dettes nuisent, clairement, au niveau même des prêts immobiliers. Ça nuit En vraiment. arrivant, je parlais avec une oui, raconte-nous. Oui. Et hier, j'ai fait son analyse. Et elle allait à la banque en passant. La banque, ça, il faut que j'en parle. La banque ouvre le dossier. Et ils disent, bon, madame, vous pouvez pas acheter. Elle dit, mais pourquoi? Trop de cartes de crédit. Elle dit, ok, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir acheter? Le gars n'a même pas voulu lui donner des conseils personnalisés pour dire, oh, réduis telle carte. Il a seulement dit, revenez plus tard. Parce elle avait sûrement beaucoup de cartes. Oui, mais bon, je pense quand même qu'il aurait pu donner des conseils. Parce que moi, quand on vient me voir, même si tu n'es pas prêt aujourd'hui, je te donne des conseils pour dans 6 mois. Pour te préparer. Il n'a même rien voulu faire. Tant mieux qu'il a fait ça parce qu'elle est venue vers moi après. Exactement. Et donc, hier, j'ai pu extraire le bureau de crédit, son mari et elle, et je leur envoie ça. Elle était à combien? Elle était à combien? Le taux? Le taux d'intérêt. Non, j'ai dit le taux du score de crédit. Ah, le score de crédit était correct, quoique quand même un peu bas. Bon, vous savez, c'est à partir de 700 que c'est bon. 750, c'est encore mieux. Elle était quand même juste en bas de 700. Ok. Mais c'est plutôt les dettes. Ils avaient beaucoup de dettes. Et les dettes de quoi? Exactement. Carte de crédit. Prêt auto, carte de crédit. La totale. Prêt étudiant, prêt auto, carte de crédit. Tout ça. Oh. Et le truc, c'est que elle, en particulier, elle n'est pas elle ne consomme pas beaucoup, mais c'est son mari. Son mari. Ah, mais, et il y a une chose, en fait, c'est que parfois, le couple, il y a certains couples pour évoluer ensemble, c'est difficile. Parfois, il y a une personne qui est bien, mais l'autre vient tout détruire. Exactement. Il y a une personne qui a de meilleures habitudes, on va dire, de consommation. C'est ça. Que l'autre. Et donc, au moins, ça les a permis de se confronter. Elle n'était pas au courant. En fait, tout à l'heure, elle me disait que, dès que j'ai vu ça, je lui ai seulement montré et après, bon. Oui, bon, ça rage là-bas. Ça a été fini.
Ils vont s'arranger là-bas, mais c'est bien parce qu'au moins l'abcès a été percé. Oui, elle sait que maintenant ils vont en parler. Et vu qu'ils sont d'un projet immobilier, souvent c'est ce genre de gros projet qui permet de débloquer certaines situations et de changer les habitudes. Juste te dire, mon mari et moi, lorsque on a acheté notre première maison en 2014, bien avant de le connaître, il était aussi un peu oui, dépensier, c'est ça. Tu m'excuseras, mais c'est mon mari, mais j'étais un peu dépensier. Non, mais ça arrive, il y a des hommes comme ça. Mais, devine quoi, lorsqu'on a eu le projet de mariage, il a épargné, déjà il a arrêté complètement les mauvaises habitudes, et il a épargné pour l'achat de notre maison en quelques mois. Quelqu'un qui avait des dettes sur sa carte de crédit. Je pense qu'il épargnait plus de $30,000 en moins d'un an. Tu vois. En moins d'un an. Tout ça, c'est le sacrifice. Net. En moins d'un an. Juste pour te dire, il s'est sacrifié. Il a signé. Il a dit, OK, ça, je barre. Donc, en fait, parfois, c'est juste une question de déclic, une question de communication, une question de c'est quoi qui sous-tend tout ça. Et c'est pour ça que je parlais de mindset. Quand tu travailles sur ta façon de penser, quand tu as des projets, quand tu as un vrai why, pourquoi je fais ce que je fais, tu es capable de mieux gérer tout ce qui est dépenses. Tu es capable de te sacrifier, un mot que beaucoup de gens n'aiment pas. Tu es capable de te sacrifier aujourd'hui en sachant que tu vas en tirer de gros bénéfices plus tard. Waouh, c'est ça. Ça arrive beaucoup dans les couples, mais il faut pas que ce soit un sujet de honte. C'est ça. Ça peut aussi être, et maintenant, j'ai aussi traversé une période où c'était moi la dépensière dans le couple. Oui, il y a des périodes. Chacun ses périodes. Chacun ses périodes. Exactement par rapport à ce que tu dis, ce que je retiens de ça, c'est que pour avoir une bonne utilisation de sa carte de crédit, il faut avoir un bon projet devant. Il faut avoir une vision. Oui. Il faut, en fait, tu sais, c'est nous qui choisissons où va notre argent. On commande notre argent. On donne la direction à notre argent. Et quand tu commences à t'endetter, en fait, c'est même pas ton argent. Donc, c'est cet argent-là qui vient prendre le contrôle sur ta vie et sur tes finances. Wow. C'est pas ton argent. Et ça vient être comme une sorte d'hôtel qui te domine dans ta vie. Exactement. Il faut vraiment fuir surtout les mauvaises dettes. Pour moi, la seule dette que je considère, bon, peut-être vous allez dire c'est un parti pris, mais la seule dette que je considère intéressante, c'est le prêt hypothécaire. Et je prêche par moi-même, je n'ai aucune autre dette que mes prêts hypothécaires. Donc, ça veut dire que même le prêt auto, c'est pas bon. Il faut payer cash alors. Prends l'auto que tu peux payer cash, c'est ça. C'est l'idéal. Prends l'auto que tu peux payer cash. Mais qu'est-ce que tu penses donc de ceux-là qui prennent le prêt auto de $30,000, $20,000? Et après, ça se voit justement dans les dossiers de crédit. Après, on fait le prêt, on monte le dossier et on voit que, regarde, tu peux acheter, mais pour un peu moins parce que voilà, le prêt auto de $600 par mois qui vient baisser un peu, ou un prêt auto, j'ai déjà vu des prêts auto de $1,200 par mois. Le mois, c'est beaucoup. C'est une maison. Non, mais ne faites plus cette erreur-là. C'est très grave. Moi, j'ai pris mon auto. C'est pas la dernière auto de l'année. Oui. Mais elle est correcte. Et en plus, je la trouve belle. C'est pour toi. On est tombé dessus. Oui. Et sans prêt, jamais de tu prêt. Prends cash. Waouh. Pour ceux qui sont en train de nous regarder maintenant, déjà, le conseil que Christelle est en train de donner, c'est très important. S'il vous plaît, prenez la peine de payer vos autos cash. Évitez le maximum de prêts de consommation. Et le bon prêt, comme elle a dit tantôt, c'est le prêt hypothécaire. Ou il y a d'autres prêts. Peut-être, il faut pas que je veux pas que ce soit pris comme des conseils financiers, mais il y a quand même certains autres prêts qui peuvent être intéressants, comme des prêts investissement. Vraiment un prêt que vous prenez pour investir, un prêt dont les revenus de placement vont vous apporter beaucoup plus que les taux d'intérêt que vous payez. Il y a quelques autres petits prêts comme ça, ou un prêt que vous prenez peut-être pour une entreprise, mais vraiment des prêts de consommation. Il faut éviter. Wow. Donc, les amis, j'espère que vous êtes en train de bien suivre la vidéo. Déjà, abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager et partagez la vidéo également autour de vous. OK? Parce que nous sommes en train de partager des pépites. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez simplement vos joies dans les commentaires. Ça peut être des emojis. Allez-y, faites-vous plaisir. OK. Christian va continuer. Lorsqu'on parle de l'épargne, est-ce que tu as des stratégies d'épargne? Le petit cochon rose. Est-ce que tu as des stratégies? Parce que on dit, pour investir en immobilier, il faut épargner. OK? C'est vrai, on a parlé des projets, il faut avoir un projet, mais c'est vrai, on a mis l'argent de côté. Comment on fait pour se sacrifier, comme vous dites?
Quelle est cette stratégie-là qu'on met sur pied pour l'épargne? Oh, wow, les stratégies d'épargne, il y en a tellement et ça commence justement par essayer de se libérer des dettes parce que parfois on veut même épargner mais tellement les dettes sont là et c'est comme une boule de neige, hein, tu sais, intérêt sur intérêt composé, après ça finit par ne plus finir. Wow. Donc, se débarrasser déjà des mauvaises dettes, changer ses habitudes de consommation. Okay. Tu sais, quand moi, par exemple, je t'ai dit que justement lors de mon dernier congé de maternité, c'est là où j'ai fait le switch complet vers l'entrepreneuriat. Okay. Et justement, le fait d'être en congé de maternité, en étant payé, même si c'était partiellement, m'a permis de déjà envoyer l'enfant quand même suffisamment tôt à la garderie et me consacrer à fond dans mon projet d'entrepreneuriat. À cette période-là, par exemple, j'étais à fond dans l'épargne parce que je savais la période qui s'en venait. Je savais que quand mon congé de maternité allait terminer et j'allais tomber à temps plein sans revenu parce que j'avais déjà dit à mon employeur, je ne retourne pas. J'imagine. Je ne reviens pas. Exactement. J'allais tomber à fond. Je savais qu'il fallait que j'ai un coussin de sécurité. Et il a fallu que je change quand même les habitudes et que je commence à suivre de près ce dans quoi je mettais mon argent, c'est-à-dire faire un budget. Et c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire. Les budgets. Les budgets. Et tu sais ce qu'ils vont souvent dire? Non. Ils vont me dire, parce que je t'ai dit dans le coaching financier et tout, ils m'ont dit, est-ce que tu penses vraiment que les milliardaires, là, les millionnaires, ils font le budget? Ah, c'est ce qu'il disait. Quand il n'était pas encore millionnaire, crois-moi qu'il faisait son budget pour se rendre là-bas. Peut-être aujourd'hui, il ne le fait pas. Oui, mais avant. Et c'est pas qu'il ne le fait pas. Ils ont des comptables, ils ont des planificateurs financiers qui payent à temps plein pour faire toutes ces choses. Ils vont plus se taper un budget. Exactement. Mais le planificateur ou le comptable ou je ne sais pas quel spécialiste est capable de leur dire, monsieur, vous avez dépensé tel pourcentage de votre revenu dans les dépenses, dans les voyages, dans la nourriture. Ils ont les gens, les analystes pour leur dire ça. Mais toi, là, qui n'as pas ces comptables que tu peux payer, tu n'as pas analyste, tu n'as pas planificateur financier, tu fais pas ton budget, qui va le faire en fait? Comment tu sauras dans quoi tu dépenses? Qui va te dire, oh, là, tu reçois $2000 net, mais tu mets $800 dans la nourriture, alors que tous les jours, tu es en train de jeter les restes de repas. On se connaît tous les femmes. Tous les jours, tu jettes les restes de repas. Tu pleures tous les jours que, oh, la nourriture coûte cher, les prix ont monté. Mais entre-temps, on jette la nourriture. Et tu ne sais pas combien, en fait, tu dépenses dans la nourriture. Et ça peut être pour les voyages, ça peut être pour les sacs à main, les plaisirs qu'on se fait. Tu ne sais pas où va ton argent. Comment est-ce que tu es capable de canaliser cet argent-là pour dire, bon, dirige-toi vers la chose. C'est toi qui commandes ton argent. Tu es capable de dire, mon argent, dirige-toi dans le compte épargne. Chaque mois, tu vas te diriger dans le compte épargne. Et ça m'amène à un point où, à cette question-là de, on dit épargner en premier, se payer en premier. En fait, c'est juste quand ton argent arrive, tu mets d'abord une partie dans ton compte épargne. Avant même de réfléchir, oh, mes dépenses là, c'est comment, je vais faire comment et tout ça. C'est le contraire que les autres font. Ils payent d'abord toutes leurs charges. Souvent, les gens vont payer leurs charges. Et parfois, les gens vont dire, mais si je suis endetté, comment je vais faire pour payer mes charges, rembourser mes cartes de crédit? Et tu me dis quand même d'épargner. Moi, ma philosophie, c'est que tu dois épargner. Même si c'est juste $5 par mois, tu dois épargner. Même si tu dois rembourser des cartes de $100, de $500 par mois, tu dois épargner. Même si c'est $5, épargne. Parce que ça, cette puissance-là de faire en sorte que, on dirait que c'est comme si tu dis au lendemain que je veux faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai un projet de vie. Je ne suis pas juste là à errer, ne pas trop savoir est-ce que demain je serai encore ici ou pas. Et la nature voit tes efforts. Et la nature voit tes efforts. Et après, tu vas voir plein de choses vont se mettre en place. En place, exactement. C'est ça, le budget, il faut faire le budget, il faut épargner en premier et le reste là, c'est juste une question de gestion que je peux résumer à pas mal de sacrifices. Ouais, il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier en sachant que c'est temporaire. Il faut juste que les gens n'oublient pas ce volet temporaire. C'est temporaire. Dans un an, vous n'aurez plus à vous sacrifier. Moi, il y a des choses avant que je ne pouvais pas me permettre d'acheter. Et maintenant, là... Tu achètes, hein? Comme quoi, dis-nous. J'achète. Comme quoi, dis-nous. Ah, on aime le diapap. Non, bon, je vais prendre un exemple simple sur la nourriture. Je vais te dire. Ok. Tu vois, moi, avec mon fils, on aime manger les sushis. Mais toi, tu connais combien coûtent des sushis? À l'époque, tu ne pouvais pas te permettre de payer les sushis. Ma chère, j'ai des sushis maison. Maintenant,
Si on veut manger des sushis, on va manger des sushis. Pareil pour les restaurants. Tu vois, avant, je n'allais pratiquement pas au restaurant. Maintenant, oui, on a notre budget de restaurant, on a notre budget voyage. Voilà. On doit voyager au moins 2 fois par an. Ça peut être au Canada, ça peut être à l'extérieur du Canada, mais on doit voyager au moins 2 fois par an. Alors qu'avant, bon, il n'y avait même pas de budget voyage. Non, c'est ça, comme tu dis tantôt, il y a un temps de sacrifice, il y a un temps où on se fait plaisir. Et c'est vraiment agréable. Donc, on vous dit que sacrifiez-vous pour un moment et par la suite, vous allez vivre la vie de vos rêves. Ou bien. Exact. Sacrifiez-vous, mettez l'effort aussi. C'est pas juste rester comme ça, c'est sacrifier, mais il faut que les dépenses baissent, mais que les revenus augmentent aussi. C'est exactement. Et ne négligez pas de sources de revenus. Tu sais que moi, j'ai cousu les masques pendant le Covid. Ah bon? Tu as vendu les masques? J'ai vendu les masques. Les gens me regardent, ils disent, tu as trop l'argent. Tu as trop l'argent. Non, mais c'est bien. Je fais de la couture, je customisais les t-shirts. Oui. Il y en a que j'offrais, il y en a que je vendais. J'ai fait beaucoup de petites choses manuelles. Regarde, qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter l'épargne. J'ai une amie qui sait bien faire des gâteaux. Elle fait des gâteaux. Et on peut penser que c'est pas beaucoup, mais c'est le petit plus petit plus petit là qui donne quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Si vous savez faire les tresses, faites la coiffure. Peu importe ce que vous savez faire de vos mains. Si vous savez acheter quelque chose à bas prix pour revendre plus cher, revendez. Venez à Anastasie, va vous former. Exactement, vraiment, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant. Et comme tu as parlé des sources de revenus, lorsqu'on a épargné, on a gardé des petits peu là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il faut avoir un bon conseiller financier. Qui saura où mettre notre argent. Parce que, dépendamment des projets, il y a des véhicules qui existent pour ça. Il y a des CELI, des REER, des CELIA. Il y a des comptes non enregistrés. Il y a beaucoup de choses. Et il y a la bourse, il y a l'immobilier. Il y a beaucoup de véhicules pour faire multiplier son argent. Maintenant, ça va dépendre de notre profil risque-rendement. Parce que, une chose aussi que les gens doivent savoir en termes d'investissement, c'est que le risque va avec le rendement. Quelqu'un qui vous promet un gros rendement en disant que c'est risque zéro là, fuyez. Prenez vos jambes au cou et fuyez. Plus, il y aura on a rencontré beaucoup de marketing des réseaux. Vous connaissez les noms qui ont donné des gros rendements et par la suite ils ont fermé. Exactement. Qui ferment après les pyramides de Ponzi, des choses comme ça. Exactement. Oh là là, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui nous promet gros et pour peu de risques, on fuit. En fait, c'est pas pour dire que le travail doit toujours être dur. Il y a quand même des choses, il y a des stratégies qui permettent d'aller chercher rapidement de l'argent. Comme quoi? C'est ce que nous on veut savoir. Hein. Il y en a. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que je pourrais bien citer? Oui. Mais pour de vrai. Où on ne travaille pas très fort, mais qu'on gagne quand même gros. C'est vrai, Napoléon, il a dit, réfléchissez et devenez riche. Ouais. Il y a les business de l'intermédiation. Qui permettent parfois de se faire de l'argent. Sans trop souffrir, c'est vrai. Ce que moi je dis souvent, c'est de faire l'inventaire de vos ressources. Tu as quoi sous la main? Et parfois, les gens ont des relations. Il a beaucoup de relations. Il peut faire de l'intermédiation. Il peut te trouver les contacts de fournisseurs en Chine. Oui. Tu l'as en Chine et que tu juste le contact, tu as vendu, tu as l'argent. Ouais, c'est vrai. Après, tu t'assures qu'il est fiable. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses. Et souvent, les business des services sont ceux-là où c'est vrai qu'on ne peut pas aller très global parce qu'un service, surtout si c'est un service qui est basé sur ton temps, tu es limité par ton temps. Exactement. Mais parfois, ce sont des business qui ont des forts taux de rendement, de rentabilité. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de charges. Je confirme. Il y a vraiment pas beaucoup de charges. Par contre, c'est limité à ton temps ou au temps de l'équipe ou des gens que tu vas former. Alors que le business des produits, tu vas en casquine là, c'est partout, tout le monde, c'est partout. Et puis, tu vas avoir autant de revendeurs que tu veux. Les ambassadeurs. Et c'est vrai. On t'aide avant. Multimillionnaire, multimillionnaire. C'est ça. Donc, c'est vrai que à ce niveau, par rapport à ce que tu dis, c'est peut-être tu crées une marque et il y a des autres qui peuvent t'aider. Sauf que une marque, pour qu'elle décolle, ça demande du temps. Par contre, le service, là, tu peux avoir des gros clients qui vont te payer $5,000, $10,000. Tu es riche à l'instant là, mais il faut penser comme à développer. Long terme, oui, exactement. Quand c'est trop basé sur ta personne, ça peut être difficilement scalable. Ouais, c'est ça. En tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent ont compris, s'ils sont dans le service, qu'ils pensent à avoir une activité qui peut être facilement scalable. Exactement. Ou de vendre des produits digitaux et non pas des coachings. Oui, des coachings, c'est toujours bien là, mais c'est bien, mais il faut penser à... Pour un temps, tu vas te fatiguer.
fatigué. Ouais. C'est ça. On se fatigue. Donc, gagne de l'argent, investis en immobilier. En immobilier, venez investir dans l'immobilier, surtout au Canada, où vous pouvez avoir l'effet de levier, acheter avec aussi peu que 5%, 10%, même 20%. C'est accessible encore. Oui, il faut parfois avoir un emploi. Je dis même parfois parce que dans le commercial, tu n'as pas besoin d'avoir un emploi. J'ai le portefeuille d'un monsieur que je refinance. Il a énormément d'immeubles et on est en train de refinancer 4 de ces immeubles. Il a 0 emploi là. C'est un investisseur à temps plein. Ah, il est chez lui, juste ça qu'il fait. Oui, il fait ça. Et quand on refinance, il n'a pas. Est-ce que au départ, la condition c'était qu'il fallait être en emploi? Non, c'est du commercial. C'est vraiment des bâtisses commerciales. Donc, je ne pense pas qu'il ait déjà eu à avoir un emploi pour les acheter. Mais là, dans le refinancement, il n'a pas besoin d'un emploi. Donc, il y a la possibilité d'investir dans l'immobilier au Canada. Vraiment beaucoup. Ce que j'ai dit, c'est que vous-même déjà, donc informez-vous, pas formez-vous, informez-vous. L'information, c'est dehors, c'est versé. Il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est vrai qu'il faut faire attention parce que souvent on me dit, Christelle, j'ai lu là-bas qu'on peut acheter avec 0% de mise de fonds. Ouais, j'ai aussi suivi ça, hein. C'est vrai, mais sous certaines conditions. Quelles sont ces conditions, Christelle? Je te donne un petit exemple. Après, on va entrer dans trop de choses. Oui. Ce matin encore, je te dis, je suis tout le temps dans des hypothèses. J'ai toujours plein d'exemples à sortir. Ce matin encore, j'ai discuté avec une personne que j'ai aidé à financer. On a financé la deuxième maison grâce à la première. Donc, on a utilisé la collatérale, l'équité qui existait sur la première maison pour acheter la deuxième sans mise de fonds. Zéro. Il y a 1 an. Donc, on se parlait justement pour revoir. C'est le refinancement qui a fait... Même pas le refinancement. Il n'a même pas refinancé la collatérale. On appelle ça une garantie collatérale. On appelle ça une garantie collatérale. Donc, on a utilisé la garantie collatérale pour financer la deuxième maison et il a mis 0. J'ai à 0. Et la garantie collatérale, c'est quoi exactement? Ah, c'est une maison. Il avait déjà une première maison. Et on prend la première maison en garantie, si tu veux. Ah, en garantie. En garantie pour acheter la deuxième. Donc, tu vois que si tu as déjà une première maison, ou même si tu as un ami ou un oncle qui t'aime beaucoup et qui est prêt à mettre sa maison en garantie pour toi, qui t'aime beaucoup là, tu peux acheter sans mise de fonds. Ou si tu avais déjà des investissements, si tu avais une maison, tu peux acheter une deuxième sans nécessairement mettre de mise de fonds. C'est ça la stratégie. Une des stratégies pour avoir une mise de fonds à $0. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres qui existent. Et toutes les banques acceptent la garantie? Non. Voilà. Avec un courtier hypothécaire. Mais moi, j'ai les questions, hein. Je vais certainement pas vous donner les informations ici. Venez contacter moi, on va voir. Ouais, on va te contacter, Toi, je vais te dire après. Elle va me dire, je vais venir vous dire, ne vous inquiétez pas. Donc, dis un tout petit peu, Christelle. Vraiment, dis un tout petit peu. Ce que nous sommes en train de demander là. Non. Je ne vais pas vous donner dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Non, il n'y a pas toutes les banques ne donnent pas les garanties. Peu de banques. C'est vrai qu'on ne va pas citer le nom des banques ici. Ne permettent pas de faire ça. C'est ça. Très peu de banques. Très peu. D'accord. Mais après, il y a tellement d'autres stratégies pour pouvoir... Juste le refinancement, justement, ça fait partie d'une stratégie qu'on peut dire sans mise de fonds, mais en fait, c'est ton argent que tu mets. C'est ton argent que tu mets, c'est toujours... Ouais, là, je comprends. C'est toujours ton argent, ouais, c'est ça. Juste que tu n'as pas sorti de tes poches à l'instant T, mais c'est toujours ton argent qu'on pouvait te reverser. Exactement. En fait, on te reverse même cet argent. Tu fais le refinancement, on te reverse. Et il y a aussi la possibilité d'acheter en utilisant les marges de crédit hypothécaires. Hein. Il y a les marges de crédit hypothécaires qui sont reliées à la maison. On utilise ça comme mise de fonds. Mais tu vois, il faut toujours avoir quelque chose. Parce que quand on dit sans mise de fonds, c'est comme si l'argent tombe du ciel. $0 ne tombe pas du ciel. Là. Il faut avoir quelque chose pour pouvoir le faire. Après, bien sûr, dans le commercial, on rencontre parfois des situations où tu peux vraiment acheter sans mise de fonds. Dans le commercial? Oui. Ok. Tu peux vraiment acheter sans mise de fonds. Zéro. Et on compte sur quoi? Il faut avoir une situation. Exemple, si tu vas acheter un commerce et que tu vas habiter, et que ton entreprise va occuper les locaux, dépendamment de ce que tu veux de la faire. Solidité de ton entreprise, tu pourras avoir du financement à 0%. 0%. Mais parce que la banque connaît les capacités de production aussi de ton entreprise. Exactement. Ton entreprise a les antécédents. Exactement. Exactement. Mais moi, je comprends un peu le domaine. Tu seras spécialiste après. Ok, c'est vraiment ce que tu viens de dire est très pertinent et je suis comme waouh.
C'est vraiment apprécié. Tout à l'heure, tu as parlé des banques qui n'acceptent pas les garanties. C'est vrai qu'on va pas citer le nom de banque ici, mais si une personne veut vraiment, c'est-à-dire une personne est arrivée au Canada, quel est le chemin pour lui pour avoir une maison? Une maison. C'est bon ça. C'est bon parce que j'ai beaucoup de personnes, de nouveaux arrivants, des immigrants. La plupart de mes clients, ce sont d'ailleurs des personnes immigrantes comme toi, comme moi. Oui. Et quand on arrive ici au Canada, je vous dirais la première chose qu'il faut faire, ça revient toujours à s'informer. Je sais que je suis un peu fatigante avec ça, mais pardon, prenez les bonnes informations. J'ai un webinaire que je donne, par exemple. Je donne régulièrement des webinaires. Et il y en a qui sont préenregistrés. Et j'ai toujours un webinaire à gauche, à droite, toujours préenregistré. Quand je vois que la personne ne connaît pas trop comment ça fonctionne, je balance ça. Un webinaire de 2 heures. Même s'il trouve que c'est long, il va écouter, faire la pause, réécouter. Et c'est vraiment s'informer. Parce qu'il y a 4 principales choses quatre principaux facteurs qui vont influencer votre capacité d'emprunt lorsque vous serez dans un projet immobilier pour les nouveaux arrivants là, pour tout le monde d'ailleurs. Nouveaux arrivants, trouver un bon revenu, un bon emploi plutôt, un emploi stable avec un revenu stable. Je ne dis pas nécessairement idéalement permanent, ou si vous êtes dans la fonction publique, pas besoin que ce soit permanent, mais l'idéal c'est que ce soit permanent et temps plein. Temps plein. Si c'est pas temps plein, ils vont demander que vous ayez fait au moins 2 ans dans l'emploi, ou que vous ayez un minimum d'heures. Si tu as temps partiel, il faut minimum 2 ans. Si tu as temps plein, c'est combien de temps? Aussitôt que tu finis ta probation. La probation, c'est combien de temps? Ça dépend de ton employeur, ça peut être 3 mois, ça peut être qu'il n'y a même pas de probation. C'est ça qu'on appelle l'essai. Oui, la période d'essai, voilà. Mais en général, pour les nouveaux arrivants, là, comptez au moins 3 mois minimum. Après autres arrivés, je veux dire, pour aspirer obtenir un prêt. Certaines banques vont dire 6 mois, d'autres banques vont dire 1 an. Ah, donc chaque banque a son temps. C'est pas toutes les banques, c'est 3 mois. D'où la pertinence de notre emploi, parce que comme courtier hypothécaire, on est capable de vous diriger selon votre profil à telle ou à telle autre institution financière. Ok. Voilà, toutes les banques. Puisque vous avez une liste de banques, vous connaissez les caractéristiques de chaque banque. Exactement. Toutes les banques ne se ressemblent pas. On est désolé de ne pas vous donner les types de banques déjà parce qu'on n'est pas ici pour faire la publicité. Donc, désolé à ce niveau. Vous ne pouvez que nous contacter pour ça. Et en plus, je veux dire, c'est en ça que consiste le travail d'un courtier hypothécaire. C'est vraiment pouvoir vous guider un peu à travers tout ça. Et bien sûr, vous pourriez aller toquer à votre banque et obtenir votre financement. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais déjà, venez, on travaille ensemble. Vous encouragez la communauté. Vous encouragez la communauté. Exactement. Vous m'encouragez, comme ça, moi aussi, je vais pouvoir vous encourager dans vos business. Exactement. Et aussi, vous allez avoir une expertise peut-être un peu plus poussée, surtout par rapport à votre projet. Et on connaît aussi nos réalités. Je connais beaucoup la réalité des immigrants. Oh là là, je te dis, j'ai des dossiers que je suis certaine que s'il avait amené ça à la banque, il n'aurait jamais eu son financement. J'ai au moins donc vous préparez son approbation à l'avance avant d'aller à la banque. Oui. J'ai au moins 25% de ma clientèle que je sais pertinemment que s'ils étaient allés dans la banque, ils n'auraient jamais eu le financement. Pourquoi? Parce que le cas est très, très particulier. Juste un petit... Quand tu parles de cas particulier, donne-nous un problème qui peut faire ce que même s'ils vont à la banque, ils n'auront pas d'argent. Nouveaux arrivants. Plusieurs personnes, plusieurs nouveaux arrivants sont venus me voir pour dire, oh, ma banque a dit que j'attends 1 an. C'est pas vrai. Après 6 mois même déjà, tu peux acheter. Plusieurs banques. Et la banque, j'ai une autre personne, lui, ça faisait 6 mois, non, ça faisait même 5 mois. Ça faisait un peu moins de 6 mois qu'il était là. Et qu'il est entré au Canada. Et dès qu'il est entré, il a trouvé un bon emploi dans l'informatique. C'est les informaticiens. Ouais, on les paye. Les informaticiens, vous avez trop d'argent ici au Canada. Ils n'ont pas de problème à vous n'avez aucun. Ils sont très riches. Ah oui, amen. Merci pour vous les informaticiens. Donc, c'est ça, emploi correct, mise de fonds correct. En passant, on pense souvent que les nouveaux arrivants, ils n'ont pas l'argent, mais ils ont l'argent. Ils viennent d'arriver, mais ils ont les sous. Mais ils ont les sous. C'est grave. En fait, au pays, ils étaient chargés. Ouais. Non, ils viennent avec les sous. Mais il y a pas tout le monde, mais il y en a une bonne partie. Et donc, lui, la seule chose qui manquait pour vraiment solidifier son dossier, c'était la cote de crédit. Et on va en parler, il faut qu'on parle de la cote de crédit. Oui. Et donc, il n'avait pas encore bâti sa cote de crédit. Et pour bâtir sa cote de crédit, en fait, c'est même 2 ans. Pour bâtir une vraie cote de crédit. C'est sur 2 ans. Voilà. Et quand tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore bâti ta cote de crédit, il y a ce qu'on appelle le crédit alternatif.
Ok. Donc, en termes de crédit alternatif, tu peux avoir, mettons, tu peux payer deux factures ou tu peux avoir deux services publics. Et si tu l'as payé depuis au moins 1 an, ça fonctionne. Chez certaines banques, ils peuvent te faire une exception pour 6 mois. Il faut savoir comment présenter le dossier. Exactement. Ils te font une exception pour 6 mois. Et donc, lui, ça faisait 5 mois qu'il était là. Donc, même malgré l'exception, ça fonctionnait pas. Fait qu'il devine quoi? Il a fallu qu'on présente les paiements de factures de services publics en Afrique. Ah, ils acceptent aussi? Ils ont accepté. Ils ont accepté. Exceptionnellement, ils ont accepté. On a combiné à ceux d'ici et on a pu présenter le dossier. Mais ça là, c'est une information que, oui, non, on pouvait pas. La banque aurait dit, mon cher, attends. Ou alors, mais tu parles même de quel service public? Tu allais sortir des factures de... Attends, est-ce que c'est parce que tu étais avec eux ou c'est parce que tu as juste donné l'information? Pourquoi il était privilégié? Parce que c'est moi qui ai soumis le dossier à la banque. Moi, je soumets les dossiers à la banque. Ok. Donc, on a accepté pourquoi? Parce que tu étais derrière ou c'est parce que j'ai défendu le dossier. Ah, ok. Donc, vous êtes aussi comme des avocats. Ma chère. Le nombre de fois où je me suis battue avec les banques, juste les 2 derniers mois, j'ai 2 dossiers que la banque... Je savais pas qu'on négociait, hein. Sérieux? Ok. Donc, ça se négocie. Et là, on parle pas de négociation de taux. On parle de négociation, on parle de défendre le dossier. Il faut pouvoir défendre le dossier. Les 2 derniers mois, j'ai 2 dossiers qui ont été refusés par des banques. Ok. J'ai défendu les dossiers. Finalement, ils ont accepté. Accepté. Les mêmes banques, les mêmes dossiers qu'ils avaient refusés. Ils ont accepté. Et il y a un des 2 dossiers, le client était lui-même allé à la banque. La même banque, please. Oui. On a dit non. La banque avait dit non. Il est venu me voir avec le dossier. Waouh. On a défendu. Ils ont encore dit non. Il a dit que vous avez menti. Oui, ça doit passer, ça doit passer. Ça doit passer parce que déjà la première fois, la situation avait un peu changé. Le dossier était plus défendable. Et là, ils disent encore non. J'ai dit, on est reparti, on a négocié, on a défendu. Le chef de section m'a appelé un soir à 19h. On a bavardé. Il dit que ma chère, ton dossier ne passe pas. Il dit que mon dossier passe. Et c'est passé. Il dit que mon dossier passe. C'est vrai qu'on va pas entrer dans les détails parce que c'est privé. Bien sûr. Sinon, on devait aller savoir. Pourquoi le dossier, pourquoi tu dis que ça doit passer? J'explique. Il dit que, ok, je comprends. Mais il manque si, ça. Bref, finalement, on avait un terrain d'entente. Il dit, ok, ressoumets-moi le dossier avec ça. S'il y a une seule chose qui manque, je vais te refuser ça. Et tu ne pourras plus venir. Vers moi. Exactement. Wow. Donc, on a resoumis la deuxième fois. C'était impeccable. Et ils ont dit, comme ce qu'ils voulaient. Ok, c'est bon. Waouh. C'est vraiment agréable à écouter. Mais ça, c'est le genre d'histoire que j'aime. En fait, ça fait partie des choses que j'aime dans mon métier. Soumettre un dossier. C'est comme une avocate, là. C'est ça. Les dossiers simples, c'est bien aussi. J'aime beaucoup les dossiers simples. Parce que venez-moi avec les dossiers simples. Beaucoup de gens de notre communauté, ils me viennent souvent avec des dossiers. C'est toujours compliqué parce qu'on trouve que moi, ils ne peuvent rien faire. Non, mais venez d'abord avant même, n'allez pas voir les banques, venez simplement. Donc, c'est challengeant et ça fait partie des petits plaisirs qu'on se donne quand on arrive à sortir un dossier comme ça qui était compliqué, perdu d'avance, mais finalement... Qu'on a pu relever. Oui, c'est ça. Donc, on était au niveau de le chemin que une nouvelle personne veut les aller. Revenus. Oui. Donc, il doit avoir les revenus. La mise de fonds. Ça, on s'est entendu que souvent ils viennent avec de bonnes mises de fonds. Oui. Et idéalement, gardez la mise de fonds pendant 3 mois dans vos comptes bancaires. Okay. Dans quel compte? Chèque ou épargne? Peu importe. Ok. Le compte approprié que votre conseiller va vous recommander, ça peut être CELI App. Maximiser le CELI App. Mais c'est un compte qui combine le CELI et le REER et c'est puissant, c'est intéressant. Si on met dans un compte d'épargne? Un compte épargne, le CELI App c'est un compte épargne en fait. Ah, ok. Compte épargne, le nom même c'est CEE. Ok, compte d'épargne, c'est un compte épargne en fait. Donc CELI App, REER, CELI, maximiser tout ça avant d'aller garder votre argent dans le compte bancaire qui ne génère rien. Donc, mise de fonds, évitez de jouer avec votre mise de fonds. Qu'est-ce que j'entends par jouer? Évitez de faire des sorties. On sort 10 000 $, on remet 5 000, après on sort 2 000, après on bouffe la tontine. Ah, ok. Donc, quand on met. Mettez l'argent et ne touchez plus. Ne touchez plus. Et en passant, ceux qui font partie des tontines. Petit avertissement. Faites très attention avec tous les dépôts que vous recevez des tontines. Si vous avez des tontines, essayez de créer un compte séparé là-bas. En fait, je dirais même plutôt l'inverse. Si vous avez votre mise de fonds, mettez la mise de fonds d'un compte
qui n'est pas le compte où vous recevez plein d'argent de X, ça doit être statique. Oui, ce compte-là, évitez d'avoir trop de dépôts de personnes différentes. Un dépôt de temps en temps, oui, mais il faut pas qu'on voit beaucoup de transactions questionnables parce qu'après, ça devient difficile à expliquer à la banque. Vraiment difficile. Et vous savez qu'elles n'admettent pas l'argent qui vient des tontines. Les tontines, c'est pas une... Donc, les banques savent que les gens font quand même les tontines. Oui, certaines personnes, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi les tontines, mais il y en a qui savent c'est quoi, mais même tu auras beau expliquer que non, c'est l'argent que lui aussi il a cotisé, ensuite on lui a reversé. Oui, on lui a reversé, ils ne comprennent pas. Non, ça marche pas. Non, évitons l'argent. Je veux dire, vous pouvez avoir l'argent des tontines, mais mettez ça ailleurs. Par contre, comme j'ai dit, on montre le relevé des 3 derniers mois. Donc, si vous avez reçu l'argent des tontines de 6 mois, on va même pas le voir. Mais mettez ça à part, séparez les comptes. Donc, revenus, mise de fonds, les dettes, on en a parlé aussi. Évitons beaucoup de dettes. Prêt auto, si on peut un peu éliminer ça. C'est possible. Après, si c'est pas possible, prenez quand même une auto alors qui est bas n'est prix. pas trop, voilà. Oui, mais tu payes cash. Pas trop élevé. Ou même si tu as pris prêt auto parce que tu n'avais pas le choix, au moins que les mensualités ne soient pas $900 par mois. C'est beaucoup. Lorsqu'on gagne peut-être $60,000 ou $80,000 à l'année. Et la dernière chose, c'est la cote de crédit. Cote de crédit, j'aimerais en parler. Parce que la cote de crédit, la cote de crédit peut vous rendre riche au Canada. La cote de crédit, on va être riche aujourd'hui seulement. Hein. Parce que quand tu sais bien gérer ta cote de crédit, il y a beaucoup de banques qui vont te dérouler le tapis. Wow. Pas juste au niveau des hypothèques, hein, même au niveau des produits bancaires, avoir des assurances, des bonnes assurances, des bons taux au niveau des crédits, des prêts et tout. Tu auras des bons taux. Au niveau des prêts hypothécaires, tu auras accès à toutes les banques, tu auras accès à toutes les banques et certaines banques vont te charger le taux d'intérêt en fonction de ta cote de crédit, certaines pas toutes. Et aussi, ton dossier sera bien vu. Et parfois aussi, il y a certains investisseurs, disclaimer, c'est pour les investisseurs, qui sont capables d'aller lever beaucoup de fonds pour investir. Je précise bien pour investir, pas pour acheter, pas pour consommer, exactement. Pour investir. Et donc, parfois, ils peuvent lever beaucoup d'argent sur plusieurs cartes de crédit, donc demander des marges, des cartes et tout. Et souvent, c'est bien accordé quand ils ont une très bonne cote de crédit. Maintenant, comment on fait pour bâtir une belle cote de crédit? Oui, le premier facteur qui est le plus important, c'est de rembourser toujours son crédit à temps. Toujours. Si vous prenez l'argent sur la carte de crédit, avant même que la banque ne vous envoie la lettre, là, vous avez déjà remboursé. Moi, je donne toujours comme délai, donnez-vous un délai de 2 semaines. Si tu as consommé $1,000 sur ta carte de crédit, dans 2 semaines maximum, tu devrais être capable de rembourser. Tu ne consommes en général que l'argent que tu as. Donc, on ne vit pas sur les dettes. Si tu consommes $1,000, c'est que tu sais comment tu vas faire pour rembourser ça. Et n'attends pas 30 jours, n'attends pas 21 jours. Après 21 jours, on te charge déjà les intérêts. Ah, après 21 jours, on charge directement. Déjà les intérêts. Donc, tu rembourses avant qu'on ne te charge les intérêts. Ça, c'est une chose. Il y a aussi le pourcentage d'utilisation de sa carte de crédit. Donc, si tu as une carte de crédit avec une limite de, je sais pas, $5,000, d'accord, n'utilise pas $4,000. Parce que quand tu utilises déjà plus de 50% de ton crédit disponible, la banque ou la banque chez qui tu as ça et les organismes de crédit voient cela comme si tu avais besoin de trop de crédit. Et j'ai vu des gens, ils avaient 5,000, ils utilisaient 4,800. Après, on voit comment le code de crédit a dégringolé, on se demande pourquoi. Donc, quand on a 5,000, on doit utiliser combien? Maximum 50%. 2,500. Ou même si tu utilises 4,000, assure-toi de rembourser 2 jours après, 3 jours Rapidement. Après. Rapidement. Et on dit même l'idéal, c'est même 30%. Oui, l'idéal. Jusqu'à 50%. Et rembourse aussitôt. Donc, n'utilise pas beaucoup et surtout ne dépasse pas ta limite de crédit. Même si tu peux le faire, ne dépasse pas ta limite de crédit. Ça envoie un mauvais signal. Et j'ai vu des personnes qui n'avaient aucun retard de paiement, mais ils avaient une très mauvaise cote de crédit. Pourquoi? Parce que ils avaient un fort ratio d'utilisation. Fort ratio d'utilisation, même quand ils remboursaient, c'était... Non, s'ils ont un fort, c'est qu'ils ne remboursent pas. C'est qu'en permanence, il y a une carte de 5,000, il y a 4,000, 4,500 sur la carte. Et ils ont comme ça plusieurs cartes avec de forts ratios d'utilisation. Et ils ne remboursent pas? Ils remboursent un peu, c'est ça. Ils ne remboursent pas la totalité. Ah oui, en passant, quand je dis rembourser là, c'est que rembourser la totalité. Oui, je parle de la totalité. Rembourser la totalité. Et ils ne remboursaient pas la totalité, ils remboursaient un peu. Non, parce qu'ils vivaient un peu à crédit. Mettons.
C'est pour ça que ça affectait négativement le bureau de crédit. Moi, je paye tout par carte de crédit. Oui. Mais je rembourse. Oui, tu rembourses pour éviter. Oui. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Une troisième chose, il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais ça, c'est vraiment les deux plus importantes. Une autre chose, c'est ne fermez pas vos anciennes cartes de crédit. Gardez vos cartes de crédit. Même si vous n'utilisez pas, gardez-les. Ah, on ne ferme pas. Ne fermez pas parce que Pourquoi? vous avez bâti un bel historique avec ces cartes-là. Et ça reste dans votre bureau de crédit. Donc, ne les fermez pas. Mais j'ai eu à comprendre que faut utiliser toujours sa carte. Faut pas, tu as 10 000, faut utiliser quelque chose, même si c'est un peu. Oui, justement pour créer l'activité. Oui. Mais quand je dis garder vos cartes, les gens utilisent souvent une ou deux cartes. Mais il y en a qui peuvent avoir 6 cartes. Ne les fermez pas, laissez-les là-bas. Laissez-les là-bas. C'est vrai que le 30% dont tu es en train de dire, le 30% d'utilisation, c'est sur l'ensemble des cartes de crédit, c'est ça? Chaque carte. Non, chaque carte. Oui, ça sert à rien que tu utilises une carte à 90%, l'autre tu utilises à 10%. Non. Chaque carte ne dépasse pas 30-50. Ça veut dire que l'information que j'avais reçue là n'était pas très bonne alors. Ah, ok. Tu pensais que c'était vraiment l'ensemble. Dans l'ensemble des 30% sur l'ensemble des cartes. Non. Chaque carte a une limite. Ne dépasse pas 30 à 50% de cette limite-là. Wow. Chaque carte. Wow, c'est une belle information. Donc, on a parlé de la cote de crédit parce que c'est vraiment la base. Cote de crédit. Une troisième chose rapidement, évitez les enquêtes de crédit, beaucoup d'enquêtes de crédit, les enquêtes de crédit intempestives. Vous allez magasiner 4 banques avant de venir voir votre courtier hypothécaire quand vous a barré partout. Parce qu'ils vont aller vérifier ta cote de crédit. C'est ça justement. Le truc, c'est que les banques vont souvent vérifier votre cote de crédit sans même vous dire. Ou alors ils vous disent, mais vous n'avez pas trop compris. Boum, on va sortir ta cote de crédit. Et après, tu vois, tu as fait 3 banques et on voit 3 fois des enquêtes de crédit. Et après, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ma cote a baissé? C'est vrai que ça n'affecte pas beaucoup, mais ça peut affecter. Or, moi, quand je sors la cote de crédit, vu que je travaille avec toutes les banques, on l'utilise pour toutes les banques. Donc, on sort une seule fois la cote de crédit. Une seule fois. Mais c'est à toi qu'on fait confiance. Oui, les banques, je suis accréditée chez les banques. Oui, ok. Leur envoyer ma cote de crédit. Ce que tu as sorti. Ok, ça veut dire qu'on vient te voir, toi, tu fais un contrôle. C'est vrai qu'il y a une stratégie même pour faire un contrôle, comme on dit, soit la même journée et tout. Ouais. Donc, ça fait que tu as le numéro et tu envoies à tous ces banques-là. C'est ça, on sort la cote de crédit et c'est ça qu'on soumet aux banques. Ok. Non, mais tout ce que tu dis là est vraiment, vraiment intéressant. Avec ça, si quelqu'un a tous ces critères-là, il peut aller demander un prêt hypothécaire. Exactement. Et il devient propriétaire. Comme ça, comme les jeux, quoi. Maintenant, est-ce que au niveau de, on a dit 2 ans pour bâtir sa cote de crédit. Et maintenant, pour un entrepreneur, c'est combien de temps pour bâtir sa cote de crédit combien de temps la banque peut donner à un entrepreneur d'aller prendre un prêt hypothécaire? Ah, ça, c'est bien aussi que tu en parles parce que il faut savoir qu'il y a plusieurs types de banques. Il y a les banques A, les banques classiques que vous connaissez, on va pas les citer, mais il y a des banques B. Les banques B, ce sont des banques alternatives. Et elles sont très appropriées parfois pour des entrepreneurs ou des personnes qui ont une mauvaise cote de crédit ou plusieurs personnes, une personne qui revient d'une faillite, des choses comme ça. Wow. Et les banques B permettent par exemple aux entrepreneurs de ne pas attendre 2 ans parce que le classique, c'est d'avoir 2 ans de résultats. Oui, normalement. Oui. Mais chez une banque B, tu peux y aller après 1 an, là. Ah, après sa première déclaration. Même pas, on regarde pas la déclaration d'impôt. On regarde juste quoi, alors? Ce que tu fais comme business. Parce que tu sais, les entrepreneurs, on a souvent beaucoup d'argent, mais on ne veut pas déclarer beaucoup d'impôts. Fait qu'on se rajoute des dépenses et des dépenses et des dépenses. On a trop de dépenses. Tu as vu le kit que j'ai là, non? On dépense seulement. On sort ça. On sort ça parce que tu connais la suite. On ne peut pas trop payer, quoi. Il faut s'acheter du matériel. On ne déclare pas beaucoup de revenus aux impôts. Donc, avec les banques alternatives, on n'a pas besoin d'avoir tes avis de cotisation. C'est que tu découvres. On ne veut même pas savoir. On a une autre façon de C'est une bonne nouvelle pour les entrepreneurs. C'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est sûr que pour aller dans ces banques, il faut avoir 20% de mise de fonds par contre. Parce qu'ils disent que vous avez l'argent, donc venez avec 20% de mise de fonds. Mais ce sont des banques alternatives et donc les critères sont différents. Mais ça vous permet... Est-ce que les banques alternatives sont aussi vulgaires? Non, tu peux pas les toquer toi-même. Il faut passer... Voilà, il fallait qu'on le sache. Exactement. Mais depuis que je vous dis de mettre non, mais c'est une bonne nouvelle aussi. Oui, c'est juste ça, c'est que il faut avoir 20% de mise de fonds, mais quand tu fais le calcul et que tu regardes, au lieu
tu vas acheter une maison de 500 000, tu dois mettre 100 000 de mise de fonds. Un exemple. Au lieu de déclarer beaucoup d'impôts pendant 2 ans et d'aller payer peut-être, je sais pas combien en impôts là-bas, peut-être 50 000 au gouvernement, en impôts que tu dois, pourquoi ne pas venir plutôt mettre cet argent comme mise de fonds dans ta propre maison qui te revient? Au lieu de donner le 50 000 au gouvernement. Donc, bon, on prend le crédit au gouvernement, c'est ce que ça veut dire. Non. Ce que je vais dire, c'est que quand tu es un entrepreneur et que tu déclares vraiment beaucoup de revenus, tu dois payer de l'impôt au gouvernement. Oui, normalement. Et tu payes, c'est parti. C'est avec ça qu'on construit nos routes, c'est bien. Oui, c'est normal. Mais bon, si tu ne veux pas déclarer beaucoup d'impôts. Beaucoup, tu réinvestis. Au lieu de prendre ces 50 000 là, oui, ton bénéfice. Ces 50 000 là, tu le mets comme mise de fonds plutôt dans ta maison. Parce que quelqu'un pourrait se dire 20% c'est beaucoup, 100 000 $, où est-ce que je vais trouver ça? Mais en fait, au lieu de déclarer beaucoup d'impôts et de passer dans des banques traditionnelles, donc tu as un gros revenu et tu passes dans une banque traditionnelle où tu vas mettre seulement 5% de mise de fonds, pourquoi ne pas plutôt déclarer peut-être le moins d'impôts? En tout cas, faire comme tu veux, mais ne pas être contraint de déclarer beaucoup d'impôts juste pour te dire que, oh, je veux passer au financement, il me faut un gros revenu. Non, tu peux passer au financement même si tu n'as pas déclaré beaucoup d'impôts. Si tu as 20% de mise de fonds. Ok. Là, je comprends mieux. Si tu as 20% de mise de fonds. Donc, le 20% là, au lieu d'aller mettre ça dans les impôts que tu aurais payé, mets ça dans ta propre maison. Dans ta propre maison. Et pour un entrepreneur, tu conseilles de prendre une maison habitation ou une maison à revenus? Oh, c'est vraiment libre à lui. C'est un peu la même philosophie. C'est qu'une personne si tu lambda. préfères commencer par des investissements, versus si tu préfères avoir ta belle grosse maison avec la piscine et inviter le rêve. C'est vrai, Christelle, tu nous as dit tellement de choses et je ne sais pas si tu as un mot à dire ou tu as quelque chose encore à partager aux personnes qui nous écoutent. On a fait le tour, non? On a fait le tour. On a fait le tour. On a parlé d'épargne. On a parlé de l'épargne, on a parlé de quel est le processus pour prendre une maison, on a parlé des cartes de crédit, on a parlé de la cote des crédits. On a vraiment fait le tour. La dette et tout. Ouais, la dette, on a fait le tour, je crois. Ça. Mais moi, ce que je pourrais vous dire un peu comme mot de fin, c'est que dans un pays qui est comme le Canada, que j'appelle notre terre bénie, c'est très facile d'avoir l'information. Et l'information peut totalement basculer votre vie. Et aussi travailler avec les bons professionnels compétents. Ça là, même moi personnellement, à titre de courtière hypothécaire là, je travaille pas toujours avec les bons professionnels pour mes propres investissements. Mais tout a basculé quand j'ai rencontré un bon courtier immobilier qui a pu m'accompagner dans ce que je voulais vraiment faire. Alors que je connaissais quand même bien le financement et le monde de l'immobilier. Et donc, travailler avec des bons professionnels compétents, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Même moi, j'apprends toujours. Mais on essaye de se perfectionner le plus possible. Il faut vraiment que la personne ait l'envie, ait cette philosophie-là de je veux toujours apprendre, pousser, de nouvelles choses, exactement. Et ça, c'est un professeur. Ou encore même s'il n'a pas la réponse, au moins qu'il cherche la réponse. Et quand il vous donne la réponse, il est confiant dans sa réponse. Exactement. Oui, on fait pas toujours les miracles. C'est pas absolument tous les dossiers qui vont finir par sortir. Parfois, tu te bats avec la banque, mais la banque gagne. C'est ça, la banque gagne. Et tu vois, peut-être c'était perdu d'avance. Mais bon, bref. Mais essayez toujours de vous-même vous former avant d'exiger la compétence chez l'autre. Soyez vous-même déjà compétent. Exactement. Compétent dans vos connaissances, compétent même dans votre propre travail, dans tout ce que vous faites. Cherchons la compétence et l'excellence. Moi, c'est ce que j'aimerais passer comme message à notre communauté parce que c'est là qu'on va pouvoir exceller, c'est là qu'on va pouvoir percer certains milieux, c'est là qu'on va pouvoir défoncer des plafonds de verre. Même si c'est difficile parfois. Rester à l'affût de toutes les informations, pouvoir toujours pousser, être professionnel, compétent, excellent. Ce n'est pas facile, mais aspirons à ça. À l'excellence. Moi, je vous encourage à venir avec nous dans ce chemin-là de l'excellence. C'est ça, c'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble. Exactement. Bon, merci beaucoup, Christelle. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'immobilier rend riche. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est pas une question véritable, mais est-ce que tu penses que quelqu'un peut vivre uniquement, quelqu'un veut être comme toi, courtier hypothécaire, est-ce qu'on peut vivre vraiment de ce métier? Courtier hypothécaire?
Ça veut dire qu'on n'a plus un autre boulot, on travaille de la maison, on est juste courtier hypothécaire. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, juste pour dire, pour ceux qui nous écoutent... fois X. Je voilà. n'oserais pas dire fois combien, voilà. mais mon revenu pas doublé, mon revenu a été multiplié par X. Voilà. Donc, oui, juste pour dire, pour ceux qui nous écoutent, que si c'est un métier qui les passionne, pourquoi pas, ils peuvent même venir se former chez toi et ils vivent de ce métier-là. C'est vraiment extraordinaire. Et on peut vivre de l'immobilier aussi comme investisseur. Ah, comme investisseur. Oui, ok. À temps plein comme investisseur, c'est possible. Ah, ok. Mais est-ce que le loyer, en tout cas, on va pas entrer dedans. On a beaucoup de portes. On a beaucoup de portes, parce que c'est ça aussi. Il faut avoir beaucoup de portes, bien sûr. Et il faut savoir quel type d'immobilier on fait, parce qu'il n'y a pas que le multilogement. Il y a les chalets. Ça donne du cash. Des chalets. Oui, il y a de la location court terme, tout meublé, ça donne du cash. Il y a des immeubles commerciaux. Le commercial donne du cash. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Immobilier, là. Puisque même les hôtels, c'est l'immobilier, c'est non? l'immobilier. Voilà. Oui. Ah oui, voilà. Et en plus, je connais un Africain qui fait dans les hôtels ici au Canada. Voilà. Donc, il y a plusieurs, c'est pas juste maison, location, il y a plusieurs. Il y a plusieurs types d'immobilier. Et il y a les flips. Tu achètes, tu rénoves, tu revends. Tu peux te faire 100 000 comme ça en une opération. Waouh, je vois que l'autre est quand même intéressant. Je vois souvent les gens faire ça. Ils revendent à chaque fois quand ils achètent, ils rénovent et puis... Waouh, c'était vraiment intéressant. Félicitez déjà notre invité dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose. Maintenant, si vous avez des questions, ok, posez-les dans les commentaires. Elle pourra venir vous répondre par la suite. Et allez vous abonner à sa chaîne. Déjà, quel est le nom de ta chaîne? Christelle Gueneng, bâtisseur d'impact. Donc, si vous tapez Gueneng, G-U-E-N-A-I-N-G, et Christelle, C-H-R-I-S-T-E-L-L-E, vous allez me retrouver. Vous allez aussi retrouver mon numéro de téléphone et tous mes contacts dans le lien en description d'une des vidéos. Exactement. Donc, c'est Christelle, c'est une grande femme, je l'admire beaucoup et je crois qu'ensemble on va faire de grandes choses. Tu vas pas me fuir. On va continuer la discussion. C'est ça, donc, j'ai tellement de questions pour elle, mais il n'y a plus assez de temps. Raison pour laquelle je dis, si vous, de votre côté, il y a des éléments qui nous ont échappé, allez-y, contactez Christelle, soit laissez dans les commentaires et nous allons vous répondre, ok? Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour nous encourager. Partagez la vidéo autour de vous. Moi, je suis Anastasie Kadi. Je vous aide à vous lancer dans des sources de revenus, comme disait Christelle. Parce que pour mieux épargner, il faut avoir du cash, ok? Tu as un salaire, c'est bien, mais à côté, l'un d'autres sources de revenus et nous serons là pour vous aider. On se donne rendez-vous avec un autre invité ou une autre invitée. Restez simplement connectés à la chaîne et on se trouve. Bye bye. Bye. Christelle. Bye bye. Au plaisir, à bientôt. Bye. Bye.